Votre invité ce matin, Christophe, est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui n'a rien dit pour l'instant sur la Syrie. Laurent Wauquiez qui doit nous parler aussi du droit d'inventaire qu'il avait réclamé et qui est maintenant dans les mains des responsables de l'UMP. La première question, Bruce. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Merci d'être avec nous sur iTélé. La violence à Marseille, deux événements ce matin. D'abord, cet homme d'une vingtaine d'années abattu de plusieurs balles à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, à quelques kilomètres de Marseille. Cette prise d'otage aussi, révélée par la Provence, dans un hôpital, avec cet homme qui finalement part sans problème, puisque les personnels soignants ne portent pas plainte. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent Wauquiez, pour lutter contre cette violence qui s'enracine à Marseille ? Ce que je trouve de très inquiétant, c'est qu'on voit bien qu'il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de déplacements ministériels, beaucoup d'agitation de bras, notamment de Manuel Valls, mais peu de faits. Des renforts policiers quand même. Oui, ce qui ne servent à rien visiblement. Parce que la seule question sur laquelle on juge un ministre de l'Intérieur à un moment, c'est est-ce que oui ou non, il arrive à juguler la délinquance. On voit bien que sur Marseille, on a une situation qui s'aggrave. On constate jour après jour qu'on a même des faits qui nous sont dissimulés, comme cette prise d'otage. Donc je le dis simplement, mais il est temps que le ministre de l'Intérieur passe des déplacements ministériels à l'action sur le terrain. Ce n'est pas la même chose de s'agiter devant les caméras et de s'assurer qu'il y a un vrai travail de fond qui soit fait. Donc ce qu'on attend maintenant du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il bascule dans un vrai travail pour s'occuper d'une situation qui se dégrade visiblement jour après jour à Marseille. Sécurité nationale, sécurité internationale aussi, avec le dossier syrien qui écrase presque toute l'actualité. Vous n'avez pas parlé. Alors les deux questions fondamentales sont simples. Faut-il frapper la Syrie et faut-il faire voter le Parlement avant de frapper la Syrie ? Alors, je vais essayer de répondre en les prenant, si vous me permettez, en sens inverse. D'abord, la première chose, je suis assez déçu de la façon dont évolue le débat. Et je trouve qu'il doit reprendre de la hauteur. On passe beaucoup de temps à discuter sur la question de savoir est-ce qu'on vote ou est-ce qu'on ne vote pas. C'est une simple question de procédure. L'essentiel de la question n'est pas là. L'essentiel de la question n'est pas de savoir si au Parlement on va voter ou non. L'essentiel de la question, il est sur le fond. On intervient ou non en Syrie, dans quelles conditions et pourquoi faire. C'est l'opposition quand même qui triture le gouvernement sur l'affaire du vote. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on se recentre sur ce qui est le vrai sujet, qui est le fond. On intervient en Syrie ou non et pour faire quoi. De ce point de vue, il y a deux choses qui me frappent. La première d'abord, c'est qu'aujourd'hui, l'approche diplomatique de Hollande, c'est celle d'un canard sans tête. On avait un discours martial il y a quelques jours, on nous expliquait qu'on allait frapper immédiatement. Aujourd'hui, on a un président de la République qui nous dit « je ne m'exprimerai que quand j'aurai tous les éléments ». Alors on attend les Américains, c'est normal. Oui, c'est normal, mais où était le travail diplomatique en amont? Où a été la construction en amont de la coalition militaire? La réalité, c'est qu'on est parti la fleur au fusil et qu'aujourd'hui, comme on est parti trop tôt, un peu n'importe comment, avec un vrai amateurisme, eh bien, on a un président qui est maintenant obligé de faire du surplace. Ça m'inquiète. Pour vous, il y a des preuves suffisantes, c'est Bachar el-Assad qui a frappé avec des armes chimiques ou il y a un doute? Alors maintenant, le deuxième point, c'est qu'évidemment, hier, par exemple, on a un débat à l'Assemblée nationale qui n'était pas au niveau. On nous dit les preuves sont irréfutables. Quelles preuves? Où sont-elles? À quel moment elles nous ont été exposées? Il y a eu une réunion à Matignon lundi. Je suis député. On a eu hier un débat. Il a duré 2 heures, 2 petites heures. Pendant ce débat, est-ce qu'il y a des preuves, des éléments de dossier qui ont été donnés? Est-ce qu'on a des éléments matériels qui ont été transmis à la représentation nationale? Rien. Et il y a un dernier sujet sur lequel je voudrais vraiment insister parce que celui-là, pour moi, est le cœur de la question. Intervenir, arrêter Bachar el-Assad, bien sûr. Mais la question, c'est si c'est intervenir pour derrière ouvrir la voie à l'installation des fondamentalistes en Syrie, ça ne peut pas être considéré comme une solution politique. On doit tirer les leçons de ce qui s'est passé en Libye, de ce qui s'est passé en Égypte, des risques qu'on peut voir naître en Tunisie. Et donc pour moi, une intervention militaire n'a de sens que si elle est accompagnée d'une vraie réflexion politique. Arrêter Bachar el-Assad, oui. Ouvrir la voie aux fondamentalistes, non. Ce travail diplomatique, il va commencer aujourd'hui au G20 et notamment Hollande réunit en marge les Européens. Bonne initiative. En tout cas, il est effectivement temps que Hollande mette le travail diplomatique maintenant en route. Mais ce qui est un peu déconcertant, c'est qu'on a un président de la République qui a parlé trop vite, trop tôt, et qui n'a pas fait le travail diplomatique sérieux en amont. Il aurait mieux valu travailler avant et parler après. Le débat fiscal, pendant ce temps-là, continue en France sur fond de loi de finances qui se prépare. Le gouvernement, après avoir supprimé les avantages fiscaux liés aux enfants dans le secondaire, envisagerait de le faire dans le supérieur. Est-ce que c'est légitime? Parce qu'il faut lutter contre les déficits publics. Je vais être très simple, hein. On nous parle d'une pause fiscale. C'est une vraie tartufferie. Vous l'avez évoqué, on a un nouveau projet du gouvernement qui consiste à supprimer la déduction pour les familles qui ont des enfants dans le supérieur. Pas une hausse, c'est une suppression de niche, il y a une nuance. Il n'y a pas de nuance pour les Français aujourd'hui qui reçoivent leur feuille d'impôt. La seule chose qu'ils constatent, c'est que ça explose. J'étais ministre de l'enseignement supérieur. Supprimer cette niche, c'est simple, c'est une augmentation d'impôts et toujours pour les mêmes, les familles des classes moyennes. Il y a ça. Mais il y a aussi l'année prochaine l'augmentation de la TVA de 6 milliards d'euros.
Et donc, je pose une question très simple, qui est juste, si la pause fiscale n'est pas une tartufferie, qu'est-ce qu'on va avoir en face comme baisse d'impôts? On est à 6 milliards d'euros d'impôts sur la TVA, on est à 300 millions d'euros s'il supprime cet avantage pour l'université. Qu'est-ce qu'on va baisser comme impôt pour compenser? Et de ce point de vue, je crois que vraiment, il faut arrêter de se gargariser de mots. La pause fiscale, c'est juste n'importe quoi. C'est-à-dire, on est en train de nous dire, écoutez, c'est bien, vous êtes au record d'impôts, vous n'avez jamais payé autant d'impôts, et on vous propose de se maintenir à ce niveau, et on est supposé applaudir. Le temps que les déficits soient remis à plat, après on baissera. En tout cas, c'est pour l'instant pas clair, et c'est la question que je pose simplement. L'année prochaine, la TVA monte. Visiblement, il y a des projets de supprimer cet avantage. Quelles sont les baisses d'impôts qui sont en face et qui permettraient juste de rester au même niveau d'impôt? Dans le cadre de la réforme des retraites, il se peut que les fonctionnaires voient leur petit effort de cotisation étalé, parce qu'ils sont déjà en train de faire des efforts de cotisation dus à la réforme précédente. Est-ce que c'est légitime? Monsieur Bardet, là-dessus, et moi je l'ai dénoncé dès le début, ça suffit les 2 poids 2 mesures. Cette réforme des retraites, elle est déjà injuste. Elle laisse subsister les régimes spéciaux de retraite. Vous savez que j'ai plaidé pour la suppression de tous les régimes spéciaux, notamment des parlementaires. Deuxièmement, elle est injuste parce qu'elle ne fait aucun rattrapage public-privé. Et là, ce qu'on apprend, c'est que non seulement elle est injuste dans sa conception, mais que même dans sa mise en œuvre, on serait avec 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que le public, lui, aurait des augmentations de cotisations qui ne seraient pas au même moment que le privé. Alors je le demande très solennellement, ça doit être la même application pour tout le monde. Et je le dis, si le gouvernement a un projet pour augmenter les cotisations de retraite plus lentement dans le public, ça doit être la même chose dans le privé. Et si ça augmente dès 2014 dans le privé, il faut que ça augmente dès 2014 dans le public. Vous aviez demandé un inventaire du quinquennat Sarkozy. Jean-François Copé vous l'a accordé pendant l'été. Qu'allez-vous en faire? Je pense tout simplement en profiter sereinement, pas pour faire de l'autoflagellation, mais pour s'interroger sur ce qu'on a réussi et échoué au cours des 10 ans d'exercice du pouvoir, et donc pour s'améliorer. Faut quoi? Faut un colloque? Faut faire des livres blancs? Il faut surtout essayer de se poser les bonnes questions. Ma conviction, c'est qu'on a échoué parce qu'on n'est pas allé assez loin, notamment sur les réformes économiques et sociales. Par exemple, sur la baisse des impôts. On n'a pas baissé les impôts au cours des 10 ans. C'était une erreur. Sur la dépense publique, on n'a pas suffisamment dégagé d'économies. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas s'autoflageller, c'est en tirer les conséquences pour la suite. C'est-à-dire tourner la page Sarkozy? Non, c'est-à-dire essayer de réfléchir à ce qu'on a réussi sur 10 ans, juste pour s'améliorer. C'est un principe de bon sens. Vous ne construisez pas l'avenir si vous ne vous interrogez pas sur ce que vous avez réussi et échoué dans le passé. C'est tout, c'est juste ça, mais c'est déjà beaucoup. Et pour finir, la question Tim Toussaint. Absolument, question posée sur Twitter. La question Tim Toussaint. Non, pas du tout. Tim Toussaint, c'est le nom de... Non, mais j'avais compris, mais Tim Touche, je trouve que c'est pas mal. Ça Absolument, ça claque bien comme slogan. Ne rigolez pas parce que vous n'allez pas être déçus par la question. C'est pas facile, je vous le dis tout de suite. Regardez, je remercie l'internaute qui vous la pose. Que trouvez-vous de positif dans la France sous Hollande, Laurent Wauquiez? Qu'est-ce que je trouve de positif? C'est pas forcément ce qu'il a fait, hein. Vous avez vu la nuance, c'est dans la France sous Hollande. Elle est peut-être plus détendue? Qu'est-ce que je trouve de positif dans la France sous Hollande? Non, Écoutez, rien à ce point-là. Honnêtement, en ce moment, depuis un an, j'ai un petit peu de mal à voir des choses positives. C'est pas bien d'ailleurs, hein, parce que ça signifie que je suis un peu dans une opposition peut-être trop systématique. Je vais reconnaître simplement, je pense que par exemple, l'intervention au Mali était quelque chose de réussi. Voilà. Le positif en France, c'est au Mali. Malheureusement, si on peut le résumer pour l'instant comme ça. Alors, c'est un an. Il faut sans doute laisser le bénéfice des 5 ans. Mais pour l'instant, sincèrement, je ne vois pas grand-chose qui se soit amélioré. Merci beaucoup Laurent Wauquiez, merci Christophe.